Bonjour à toutes et à tous. Le sujet de cette vidéo est un cours sur la résolution des problèmes d'élasticité par la méthode des contraintes, lequel est basé sur les équations de Beltrami. Le plan de la présentation de ce cours est de la manière suivante. Je commence d'abord par une brève introduction sur la méthode des contraintes, suivie par la procédure à entreprendre pour résoudre un problème d'élasticité par la méthode des contraintes. Je fais ensuite un rappel sur les équations de compatibilité des déformations et je termine par la démonstration des équations de Beltrami. Commençons par une brève introduction. Il existe deux méthodes de résolution analytique des problèmes d'élasticité. La méthode des déplacements, qu'on a développée dans de précédentes vidéos, et la méthode des contraintes, le sujet de cette vidéo. La méthode des contraintes est préconisée par la recherche d'une solution analytique à un problème d'élasticité lorsque l'expression des contraintes du tenseur des composants du tenseur de contrainte est évidente à trouver. Autrement dit, le choix du champ de contrainte sur lequel repose cette méthode est essentiellement dicté par la géométrie de la structure considérée, des conditions et limites, ainsi que de la nature du chargement imposé. Cependant, la problématique de cette méthode réside dans le fait que le tenseur de déformation ne constitue pas toujours la partie symétrique du gradient du champ de déplacement. Afin de cerner le problème, il convient de vérifier les équations de compatibilité, aussi qu'on a développées dans une précédente vidéo sur le tenseur de déformation. Comme cette méthode est basée sur les contraintes, il serait plus intéressant d'exprimer les équations de compatibilité en termes de contraintes. Donc la vérification de l'intégrabilité des équations de compatibilité, elle s'exprime en termes de contraintes et qui sont données par un système d'équations qu'on appelle les équations de Beltrami. Je présente succinctement la procédure à entreprendre pour résoudre un problème d'élasticité par la méthode des contraintes. La méthode des contraintes est employée lorsque la solution du champ de contrainte ou tenseur de contrainte est facile à trouver. Ce champ de contrainte doit être conforme à la géométrie de la structure de la pièce considérée, au chargement appliqué ainsi qu'aux conditions aux limites. Donc ce tenseur de contrainte doit vérifier à la fois les équations d'équilibre et les conditions aux limites en contrainte. Ceci constitue la première étape de la procédure. Dans la deuxième étape, on détermine le tenseur de déformation par le biais de la loi de comportement, c'est-à-dire la loi qui lie le tenseur de contrainte au tenseur de déformation. En troisième étape, à partir du tenseur de déformation, on détermine le champ de déplacement. Ce champ de déplacement a trois composantes et le tenseur de déformation a 6 composantes. Donc nous devons déterminer à partir des 6 composantes du tenseur de déformation. 6 composantes, je précise, c'est conformément à la symétrie du tenseur de déformation. Donc à partir des 6 composantes du tenseur de déformation, on détermine les 3 composantes du tenseur déplacement. Ceci,
Pour ce faire, on doit faire une intégration qui est donnée par la relation qui lie les composantes du tenseur de déformation aux composantes du champ de déplacement. Ceci ne peut se faire que si les conditions d'intégrabilité qui se manifestent par les équations de compatibilité qu'on a déjà vues dans une précédente vidéo consacrée aux tenseurs de déformation. Malgré ça, je vais revenir je vais faire un rappel sur ces équations de compatibilité dans la prochaine diapositive. En vérifiant aussi les équations, les conditions limites en déplacement, on détermine le champ de déplacement U. Compte tenu que cette méthode est basée sur la méthode des contraintes, donc on doit vérifier dès la première étape les équations d'intégrabilité. Pour ce faire, ces équations d'intégrabilité ou équations de compatibilité, on va les écrire en termes de contraintes. Ces équations sont connues sous l'appellation des équations de Beltrami. Donc, toute cette vérification se fait dans la première étape, c'est-à-dire quand on détermine le tenseur de contrainte. Le tenseur de contrainte, donc il doit satisfaire les équations d'équilibre, les conditions d'intégrabilité qui sont écrites en termes de contraintes, qu'on appelle équation de Beltrami. Donc on va faire la démonstration de cette équation de Beltrami. Une fois déterminé le champ de contrainte, on reprend et on détermine le champ le tenseur de déformation. Maintenant, on est sûr que l'intégrabilité est vérifiée, donc on peut passer directement à la détermination du champ de déplacement. De cette façon, on est sûr que les trois composantes du champ de déplacement U sont compatibles avec les 6 composantes du tenseur de déformation. Comme annoncé dans la précédente diapositive, je vais faire un rappel sur les équations de compatibilité des déformations. Considérons un milieu continu. Ce milieu continu est soumis à un champ de déplacement U qui a pour composante U1, U2, U3 par rapport aux repères au X1, X2, X3. Considérons 3 particules de ce milieu occupant les positions M, B et N de telle sorte que la particule M a un vecteur déplacement U de M, la particule B, vecteur déplacement U de B, et la particule N, le vecteur déplacement U de N. On va zoomer le domaine autour de la particule N. Donc nous avons ici un domaine élémentaire de dimension infinitésimale autour du point N. On considère le gradient du champ de déplacement U. Ce gradient du champ de déplacement a une partie antisymétrique oméga et une partie symétrique epsilon. La partie antisymétrique oméga, on peut l'associer au vecteur rotation oméga, c'est-à-dire tout le domaine autour du point N subit une rotation oméga. Ce vecteur oméga
il caractérise la rotation locale, c'est-à-dire chaque particule aura une rotation particulière. La partie symétrique constitue le tenseur de déformation. La partie symétrique, évidemment, du gradient de U. Donc, nous avons le domaine qu'on a considéré. Il va subir deux transformations rigides qui sont la translation U et la rotation oméga. Il subit la déformation epsilon. La déformation epsilon ou tenseur epsilon est seul responsable du changement de volume et de forme du domaine. Donc on a le changement de forme et de volume du domaine. Il n'est dû qu'au tenseur de déformation epsilon. Et les deux transformations rigides qui sont la translation qui est donnée par le vecteur U et la rotation oméga qui est déduite de la partie antisymétrique du gradient de U constituent les transformations rigides. En mécanique des solides, les atomes sont astreints à rester sur le réseau cristallin. On ne peut pas découpler rotation locale et déformation. Ce qu'on a vu, la rotation locale et la déformation doivent être liées. Ceci afin d'assurer la continuité de la matière qui implique des restrictions sur la manière dont évolue l'état de déformation d'un point à un autre. Donc ceci, on va l'expliquer d'une manière schématique. Supposons qu'on a un milieu continu et chaque carré représente une particule et son domaine. Donc ici, nous avons 9 particules. Si la transformation varie aléatoirement d'une particule matérielle à une autre, donc d'une particule à une autre, nous avons une transformation, mais cette transformation varie aléatoirement. La déformée ne sera pas continue. Donc cette particule va subir une rotation qui est donnée par le gradient, la partie antisymétrique du gradient de U, et la déformation qui constitue la partie antisymétrique du gradient de U. Donc chaque particule, vous voyez ici, hein, voilà, chaque particule va se transformer. Donc cette particule, la particule qui est adjacente ou qui a une frontière avec la première particule va se déformer en même temps subir une rotation. La troisième particule, cette particule, cette particule, cette particule. Là, on a une transformation aléatoire. Cette particule et cette particule. Vous voyez que si la transformation se fait d'une manière aléatoire, le milieu ne sera plus continu. Vous voyez qu'on a des espaces vides entre les différents blocs. Et chacun des blocs représente un élément, une particule. Donc, pour ce faire, il faut respecter les conditions de compatibilité. Donc, la transformation ne varie pas d'une manière aléatoire.
quand on passe d'une particule à une autre, il devrait y avoir une cohérence entre le tenseur de déformation epsilon et la rotation oméga, pour la simple raison que epsilon constitue la partie symétrique du gradient de U et la rotation oméga, qui est une transformation rigide, elle est la partie antisymétrique du gradient de U. Donc, comme les mécaniciens travaillent avec le tenseur de déformation, donc les équations de compatibilité doivent être exprimées en fonction des composantes du tenseur de déformation. De ce fait, si on fait le cheminement inverse, c'est-à-dire par rapport à la méthode des déplacements, à partir du champ de déformation, au tenseur de déformation, on doit déterminer le champ de déplacement. Le champ de déformation à 6 composantes, le champ de déplacement à 3 composantes. Donc pour ce faire, on doit assurer les conditions d'intégrabilité. Et c'est ces conditions d'intégrabilité qui vont nous donner les équations de compatibilité. Donc, pour garantir la compatibilité du champ de déformation, c'est-à-dire la compatibilité du champ de déformation avec le champ de déplacement d'un milieu continu, il est nécessaire de vérifier l'intégrabilité, laquelle est donnée par cette expression écrite sous forme indicielle qui constitue 6 équations scalaire. Donc, ce terme constitue le Laplacien de la composante epsilon ij. Ce terme, donc epsilon kk, c'est la trace de epsilon, c'est-à-dire la dilatation volumique, qu'on dérive par rapport à i et j, c'est-à-dire on détermine le gradient du gradient de la trace de epsilon. Cette composante epsilon ik, kj, epsilon ik, k étant la divergence de epsilon, donc la divergence de epsilon qu'on différencie par rapport à la coordonnée j. Donc qu'est-ce qu'elle va nous donner? Elle va nous donner le gradient de la divergence de epsilon. Et ce terme, il représente le gradient transposé de la divergence de epsilon. Donc c'est cette équation qui est écrite en fonction des composantes du tenseur de déformation qu'on va réécrire en fonction des composantes du tenseur de contrainte. C'est ce qu'on verra dans les prochaines diapositives. Démonstration des équations de Beltrami. Pour démontrer les équations de Beltrami, nous partons de l'équation de compatibilité écrite en déformation. Donc je vais utiliser la notation indicielle pour toute la démonstration. Donc pour passer des composantes du tenseur de déformation au tenseur de contrainte, on utilise la loi de comportement qui est donnée par cette expression. Nous avons 4 composantes, le Laplacien de epsilon ij plus le deuxième epsilon kk, ij égale à epsilon ik, kj plus epsilon kj, ik. Nous devons exprimer chacun des termes de cette expression-là en fonction du tenseur de contrainte epsilon ij. Commençons par le Laplacien de epsilon ij. Laplacien de epsilon ij
il est égal à epsilon ij virgule kk. Je rappelle ce virgule, cela implique une dérivation. Donc on dérive la composante epsilon ij du tenseur epsilon, on la dérive deux fois par rapport à la même coordonnée xk, deux fois. Donc nous utilisons la loi de comportement. Epsilon ij virgule kk, ça sera 1 plus nu sur E. Epsilon ij virgule kk moins nu sur E, sigma ll virgule kk delta ij. Donc nous avons déterminé le premier terme de cette équation. Passons au deuxième terme. Epsilon kk virgule ij. Donc dans un premier temps, nous calculons le epsilon kk et nous l'exprimons en fonction des composantes du tenseur de contrainte. Sachant que epsilon kk étant la trace de epsilon, c'est-à-dire la dilatation volumique relative. Donc epsilon kk est égal à 1 plus nu sur E, sigma kk moins nu sur E, sigma ll, delta kk. Bon, vous voyez ici, L, j'ai utilisé deux indices différents parce qu'on ne peut pas avoir un même indice dans un monom. Delta kk étant la trace du tenseur identité. Donc elle est égale à 3. Et comme on a L ici, c'est un indice muet, je peux je peux le changer par une autre lettre pour désigner ce scalaire. Epsilon kk étant la trace, epsilon ll, où kk c'est toujours la trace du tenseur epsilon. Donc je peux mettre sigma kk, 1 plus nu sur E, moins 3 nu sur E, moins 3 nu sur E. Donc, epsilon kk est égal à sigma kk, 1 moins 2 nu sur E. Une fois déterminé epsilon kk en fonction de sigma kk, nous allons déterminer le deuxième terme, epsilon kk virgule ij. Donc nous devons différencier par rapport aux indices i et j, c'est-à-dire par rapport à xi, xj. Ça va donner sigma kk virgule ij qui multiplie 1 moins 2 nu sur E. Que représente sigma kk virgule ij? Donc sigma kk étant la trace du tenseur de contrainte qu'on dérive par rapport à xi, xj, c'est-à-dire nous calculons le gradient du gradient de la trace de sigma. Donc on est toujours en train de calculer les différentes composantes de l'équation de compatibilité et que nous exprimons en fonction des composantes du tenseur de contrainte. On arrive au troisième terme, epsilon ik virgule kj. Epsilon ik virgule kj, nous utilisons toujours la loi de comportement. Ce sera 1 plus nu sigma ik virgule kj moins nu sur E sigma ll virgule kj que multiplie delta ik. Delta ik étant l'indice de Kronecker. Il est égal à 1 quand i égale à k
il est égal à 0 quand I est différent de K. Donc, K doit être égal à I. Donc, sigma LL KJ delta IK, ça sera sigma LL, virgule, IJ. K est égal à I. Passons maintenant au dernier terme de cette équation. Epsilon KJ, virgule IK. Epsilon KJ, virgule IK, ça sera 1 plus nu sur E. Sigma KJ, virgule IK, moins nu sur E, sigma LL, virgule IK, delta KJ. La même expression que précédemment, mais cette fois-ci, K doit être égal à J. Donc, sigma LL, virgule IK, delta KJ est égal à sigma LL, virgule IJ. Par conséquent, l'équation 1 qui est montrée ici s'exprime en termes de composantes du tenseur de contrainte par l'équation qui est indiquée. Donc vous avez le Laplacien de epsilon ij, il est dans ce terme. Epsilon kk virgule ij, c'est-à-dire le gradient du gradient de epsilon kk, il est donné par cette expression. On a le epsilon ik virgule kj qui représente le gradient de la divergence de epsilon. Et vous avez le dernier terme, epsilon kj, virgule ik, lequel représente le gradient transposé de la divergence de epsilon qui est donné par cette expression-là. En simplifiant par E, nous obtenons cette équation. On va faire le produit sigma kk ij, 1, j'ai sigma kk ij, et j'ai moins 2 nu sigma kk ij. Nous remarquons que dans le premier membre de cette équation, j'ai 2 nu sigma kk ij, et dans le second membre, j'ai moins nu sigma ll ij, moins nu sigma ll ij. Comme sigma ll ou sigma kk représente le même terme, ce qui est la trace de epsilon, on peut simplifier encore davantage. Donc, on simplifie ce terme. Donc, moins 2, j'ai moins 1 et moins 1. Nous obtenons cette relation 2 sous la forme simplifiée. Voyons. On veut encore davantage de simplification de cette expression 2. Pourquoi? Parce qu'on a dans le second membre de cette équation, on remarque qu'on a sigma ik, virgule kj, et nous avons sigma kj, virgule ik, c'est-à-dire il y a le terme de la divergence de sigma. Sigma ik, virgule k, et ici nous avons sigma kj, virgule k. Donc ça représente la divergence de sigma. La divergence de sigma nous rappelle l'équation d'équilibre. L'équation d'équilibre dit divergence de sigma plus les forces de volume égale à 0. Donc nous devons encore simplifier cette équation en faisant introduire les forces de volume par le biais des équations d'équilibre.
Calculons sigma ik, kj. On sait que sigma ik, k plus fi égale 0. C'est l'équation d'équilibre. Donc nous différencions ou nous dérivons par rapport à la coordonnée xj, qui va nous donner sigma ik, k plus fi, le tout virgule j égale à 0. Donc sigma ik, kj est égal à moins sigma f i virgule j. C'est une relation qui nous donne sigma ik, kj, sigma ik, k étant la divergence de sigma qu'on dérive par rapport à j, nous aurons le gradient de la divergence de sigma. Et fi virgule j, fi c'est les composantes des forces de volume, donc fi virgule j c'est le gradient des efforts de volume. Cherchons maintenant à calculer sigma kj virgule ik. Sigma kj virgule ik, on peut dire que c'est sigma jk virgule ki. Les indices k sont contigus, on les garde contigus. Et nous utilisons l'équation d'équilibre. Sigma jk virgule k plus fi égale à 0. Donc nous différencions par rapport à la coordonnée xi. Donc sigma jk virgule k plus fj, le tout virgule i égale à 0. Donc sigma jk virgule ki est égal à sigma kj virgule ik et qui est égal à moins fj virgule i. Remplaçons dans l'équation 2 la composante sigma i k virgule kj par fi virgule j et la composante sigma kj virgule ik par moins fj virgule i. Par conséquent, l'équation 2 elle va prendre la forme de l'équation 3, qui est une équation aux dérivées partielles. Nous remarquons que dans cette équation, le premier membre de cette équation, nous avons les composantes relatives au tenseur de contrainte, avec des dérivations, et dans le second membre de cette équation, nous avons le gradient des efforts de volume. Fi virgule j représente le gradient des forces de volume et fj virgule i le gradient transposé des efforts de volume. Voyons, dans le premier membre, sigma ij virgule kk représente le laplacien du tenseur de contrainte. Sigma ll virgule kk est un scalaire. C'est un scalaire qui est multiplié par la matrice identité. Sigma kk virgule ij étant le gradient du gradient de la trace de sigma. On peut encore simplifier cette équation 3, cette équation différentielle, en calculant ce scalaire qui est sigma ll virgule kk. Donc on cherche à simplifier davantage l'équation différentielle 3 de telle sorte à déterminer
sigma LL virgule kk. C'est un scalaire. Alors, pour ce faire, l'équation 3, l'équation sous forme indicielle 3, c'est une équation différentielle qu'on peut décomposer en 6 équations scalaires. Pour déterminer sigma LL virgule kk, nous devons avoir une seule équation scalaire. Donc, dans ce cas-là, on prend I égale à J. I égale à J et nous transformons cette équation 3. Ça va nous donner 1 plus nu sigma II virgule kk moins nu sigma LL virgule kk delta JJ. Delta JJ est la sommation par rapport à l'indice de Kronecker. Ça va donner 3. Plus sigma kk virgule II moins égal à moins 1 plus nu FI virgule I plus FI virgule I. C'est la divergence. FI virgule I représente la divergence des efforts de volume. On remarque que dans l'équation 4, tous les indices I, K et L sont muets. I est répété 2 fois, K est répété 2 fois, L est répété 2 fois, K est répété 2 fois, J est répété 2 fois. Ici, K est répété 2 fois, I est répété 2 fois. Dans ce terme, I est répété 2 fois et il est de même que dans ce terme. Donc, nous avons que des indices muets, ce qui correspond à une seule équation scalaire. Donc, on peut faire la sommation par rapport à ces indices. De ce fait, les termes sigma II, sigma LL et sigma kk représentent la trace du tenseur sigma. Autrement, cette équation 4, on peut écrire que 1 plus nu sigma LL virgule kk, on va prendre le même indice, parce qu'on a le droit de changer quand c'est un indice muet. Muet I, je prends I égale à L, donc sigma LL kk, moins nu sigma LL virgule kk, plus K, je peux mettre K aussi égal à L, ça sera sigma LL virgule kk. Ici, on ne peut pas mettre garder le K, l'indice K en sigma LL et l'indice K en dérivation. Donc, pour la dérivation, on prend l'indice K. On ne peut pas avoir plus de 2 indices dans un monon. Est égal à moins 2, parce que j'ai FI virgule I plus FI virgule I. Donc, ça sera moins 2 FK virgule K que multiplie 1 plus nu est égal, donc on va développer, j'ai sigma LL virgule kk et sigma LL virgule kk. Ça va faire 2 fois sigma LL virgule kk. D'autre part, j'ai plus nu sigma LL virgule kk moins 3 nu sigma LL virgule kk. Donc j'ai moins 2 nu sigma LL virgule kk. Donc ça va faire 2 sigma LL virgule kk que je mets en facteur que multiplie 1 moins nu qui est égal à moins 2 FK virgule K que multiplie 1 plus nu. Donc on peut maintenant extraire l'expression de sigma LL virgule kk. Donc sigma LL virgule kk, ça sera moins
1 plus nu sur 1 moins nu que multiplie f k, virgule k. C'est-à-dire sigma L, L, virgule kk. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le Laplacien de la trace de sigma. Le Laplacien de la trace de sigma. Fk, virgule k représente la divergence des efforts de volume. Donc, on va remplacer dans cette expression 3 sigma LL, virgule kk par sa valeur quand on vient de déterminer par l'équation 5. Donc, on introduit l'expression de sigma LL, virgule kk donnée par l'équation 5 dans l'équation 3. Et on simplifie par le terme 1 plus nu. Donc, vous avez 1 plus nu. J'ai 1 plus nu. Donc, nous obtenons sigma ij, virgule kk, parce qu'on a simplifié par 1 plus nu. Là, on a nu, donc je vais nu sur 1 plus nu, que multiplie 1 plus nu sur 1 moins nu, f k, virgule k. Nous avons ici le moins et nous avons le moins. Moins avec moins, on aura plus fk, virgule k, que multiplie delta ij, plus 1 plus nu sigma kk, delta, virgule ij, égale à moins fi, virgule j, plus fj, virgule i. On a simplifié par le 1 plus nu. Nous obtenons ainsi une équation différentielle dont le membre de gauche constitue les dérivées partielles des composantes du tenseur de contrainte et le membre de droite de cette équation constitue les dérivées partielles des efforts de volume. Cette équation 7 représente 6 équations scalaires dénommées équations de Beltrami. Ces équations s'écrivent aussi sous la forme vectorielle. Le Laplacien de sigma plus 1 sur 1 plus nu gradient du gradient de la trace de sigma égale moins le gradient de f plus le gradient transposé de f plus nu sur 1 moins nu divergence de f que multiplie la matrice identité. Ces équations de Beltrami présentent l'intérêt de se simplifier dans un certain nombre de configurations, notamment dans le cas où les forces de volume sont uniformes. C'est-à-dire si les efforts de volume sont uniformes, le gradient des forces de volume égale à 0, ainsi que son transposé, la divergence des efforts de volume est nulle, donc tout le membre de droite de cette équation est égal à 0. Par conséquent, on aura le Laplacien de sigma plus 1 sur 1 plus nu, gradient du gradient de la trace de sigma égale à 0. Que nous pouvons écrire aussi sous forme indicielle. Vous avez affiché les 6 équations de Beltrami en coordonnées cartésiennes dans le cas où les forces de volume sont uniformes. Je vous précise aussi que les équations de Beltrami sont à l'origine des fonctions d'Airy
qu'on verra prochainement dans d'autres vidéos. Je termine cette vidéo en rendant à Beltrami ce qui appartient à Beltrami. Son nom est Eugenio Beltrami, né en 1835 et décédé en 1900. Beltrami est un mathématicien et physicien italien. Il est né à Crémone, en Lombardie. On peut localiser la ville de Crémone sur cette carte d'Italie. Crémone est une ville située au nord de l'Italie, plus précisément en Lombardie. À l'époque, Crémone faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Beltrami est connu pour ses travaux sur l'élasticité, l'hydrodynamique, l'électricité et le magnétisme. En 1875, il est lauréat du prix mathématique de l'Académie italienne des sciences. J'arrive au terme de cette séance vidéo consacrée à la méthode des contraintes pour la résolution des problèmes d'élasticité. Les 2 prochaines vidéos seront consacrées à des exercices sur cette même thématique. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.